Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Il nous parle d'une recherche sur l'application des autorisations judiciaires de soins. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène un sujet, le syndrome Bonnie and Clyde. Notre invité en début de deuxième demi est Étienne Renaud de la revue Mentalité. Bienvenue chez nous. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Je suis maintenant en compagnie de notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es chargé de dossiers de communication chez Action Autonomie. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une recherche intéressante et importante sur l'autorisation judiciaire de soins. Donc, une recherche qui va certainement nous donner de l'information supplémentaire. C'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais je pense qu'on amène d'autres informations à ce sujet-là. Oui. D'abord, c'est important de peut-être rappeler ce que c'est exactement qu'une autorisation judiciaire de soins, parce que c'est une question assez complexe. Ouais. C'est un mécanisme qui est prévu par le Code civil, plus précisément par son article 16, pour permettre à un établissement de santé, suite à un jugement de la Cour supérieure, d'imposer à une personne qu'on aura considérée comme inapte à donner son consentement des soins, généralement une médication, assortie ou non d'une forme d'hébergement, et ce, donc, malgré son refus. Donc, la personne refuse le traitement pour des raisons qui lui appartiennent et elle devient forcée par le tribunal à suivre ce traitement-là malgré tout. Donc, c'est une méthode qui ne devrait être utilisée qu'en tout dernier recours. Et ce qu'on constate, évidemment, comme pour la garde en établissement d'ailleurs, c'est qu'avec le temps, le nombre de requêtes présentées en cours par les établissements augmente de façon constante. Il y en avait 338 en 2009 pour le district de Montréal. Il y en a 547 en 2018. Donc, ça a presque doublé en à peine 10 ans. Donc, pour nous, c'est déjà en soi, c'est un résultat très, très problématique. Alors que, comme tu dis, ça doit être quelque chose en dernier recours, mais là, ça semble être plus une norme ou en tout cas... Oui, ça devient de plus en plus routinier et ça s'inscrit dans une espèce... Ce qu'on constate, c'est que ça s'inscrit dans une espèce de continuum. Les gens sont mis en garde en établissement, reçoivent une médication pendant leur garde et on s'assure qu'ils vont continuer de la prendre par le biais d'une autorisation judiciaire de soins. Et c'est une perversion de la loi parce que il y a rien qui... C'est pas parce qu'une personne a été mise en garde qu'elle est inapte à consentir à un traitement. Ça n'a pas de lien direct. Et malgré tout, le but est davantage, de notre point de vue, de s'assurer de la part des établissements que la médication, le traitement qu'ils mettent en place va perdurer dans le temps sans trop qu'ils aient à faire de l'encadrement ou de l'intervention avec la personne. On cherche plutôt à la contraindre. Oui, et donc, il y a une recherche qui a été démarrée là-dessus. Vous avez des résultats. Oui. La recherche, comment ça s'est passé, en fait? Comment vous avez procédé? Il s'agissait d'analyser les 547 dossiers de cours qui avaient été déposés par des établissements au Palais de justice de Montréal, au greffe de la Cour supérieure. Donc, on les a regardés un à un et on les a soumis à une grille d'analyse là, pour connaître une série de données précises, quantitatives sur ces dossiers-là. Évidemment, on n'a pas accès à l'aspect qualitatif des choses parce que c'est de la confidentialité des dossiers médicaux, mais par exemple, la durée de l'audience, la durée de l'interrogatoire de la personne, la durée de l'intervention de l'hôpital et tout ça est chronométré. Donc, on peut connaître un certain nombre de choses par rapport à ça. Donc, le but, c'était de mieux comprendre pourquoi il y en a 547. Comme tu disais tantôt, ça a presque explosé, là, pas doublé, mais pas loin. Là. Oui. Ben c'est ça, ça servait à ça, ça servait à faire un peu le point sur comment cette mesure exceptionnelle-là est gérée par les établissements. Il y a une autre chose aussi qu'on savait déjà, c'est que le Code civil prévoit un délai très, très court de 5 jours entre le moment où la personne est informée qu'il va y avoir une requête de déposer la concernant en cour supérieure et le moment où cette audience-là a lieu. Et pendant cette période de 5 jours, en principe, la personne doit comprendre la procédure complexe dans laquelle elle est, elle doit se trouver un avocat, elle doit lui permettre de prendre connaissance de son dossier, elle doit convenir avec lui d'une stratégie pour la comparution.
Tout ça en surmontant les problèmes émotionnels qui l'ont amené en relation de soins, et souvent durant une période de garde en établissement, comme je disais tout à l'heure. Donc, sans accès facile à Internet ou au téléphone ou à des banques de données et tout ça. Donc, c'est déjà très, très compliqué de pouvoir se défendre adéquatement dans une période de temps si courte. Mais ce qu'on a surtout découvert, c'est que dans un cas sur 12, ce très court délai de 5 jours entre la signification et l'audience, il n'est même pas respecté. Les gens ont seulement 3 et 4 jours, et donc ces audiences-là ont lieu de façon illégale, mais personne n'est là pour soulever le problème. Les juges ne tiennent pas compte, ne semblent pas vérifier la conformité de la signification. Les hôpitaux se gardent bien de le dire aussi. Et donc la personne est lésée dans ses droits, dans l'indifférence générale. Il y a comme personne qui surveillait ça, finalement. Exactement. On se dit, on va de l'avant, puis il n'y a personne. Donc, en faisant une recherche, au moins, ça donne un peu la puce à l'oreille de dire, au moins, vous pourrez dire, faites attention à soi, à quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui est redevable. Exactement. Mais c'est un autre des problèmes. Il n'y a personne qui est vraiment redevable. Il n'y a personne à part nous. Si nous, on n'est pas là pour faire cet exercice-là, le ministère le fera pas, les établissements le fera pas, la Cour supérieure le fera pas. Donc, je pense que ça fait vraiment œuvre utile de pouvoir dire nul n'est au-dessus des lois. On est obligé de respecter la loi en toutes circonstances et on doit être rappelé à l'ordre quand on agit de façon illégale. Et donc là, on a par rapport à cette donnée-là en particulier, on a des données précises pour dire dans 8% des cas, vous agissez de façon illégale, vous n'avez pas le droit de faire ça. Même si c'est dans une minorité de cas, on ne peut pas faire ça. Par les recherches, quand on mesure quelque chose, on peut améliorer les choses. Est-ce qu'à part cet inconvénient-là, puis c'est quand même assez grave là, de ne pas respecter les 5 jours, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est ressorti? Oui, il y a un certain nombre de résultats positifs qui sont sortis aussi. On se rend compte qu'il y a une augmentation de la durée des audiences. Ça, c'est très bon signe parce qu'en général, plus une audience est longue, plus elle a été traitée de façon rigoureuse par le tribunal et plus, la plupart du temps, les personnes ont eu de l'espace pour faire valoir leur point de vue. Donc, en 2009, il y avait 32% des audiences qui duraient moins de 30 minutes. En 2018, elles ne sont plus que 15%. Donc, ça, c'est positif. En même temps, les audiences plus longues, de plus de 60 minutes, il y en avait 26% en 2009, il y en a 46% en 2018. Donc, autant il y a une diminution des audiences courtes et une augmentation des audiences longues, ça c'est positif. Les personnes sont aussi plus souvent présentes en cours et plus souvent représentées par un avocat. Il y avait 44% des cas où les personnes concernées étaient présentes et accompagnées d'un avocat, 44% en 2009, et ça a monté à 54% en 2018. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif. Et le temps de prise de parole, en fait, le nombre de prises de parole par les personnes a aussi augmenté assez significativement. Il est passé de 38% des audiences en 2009 où la personne avait l'occasion de parler. Il est aujourd'hui à 56% en 2018. C'est certain qu'il y a toujours 45%, presque la moitié des cas où les personnes n'ont pas droit au chapitre, où on ne les entend pas et où les juges, notamment, n'utilisent pas les moyens qui sont à leur disposition par le Code de procédure civile pour forcer les hôpitaux à faire en sorte qu'ils puissent comparaître. Mais, donc, ça augmente, mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a encore presque la moitié des gens qui se font imposer des traitements ou même de l'hébergement, d'être arrachés à leur milieu de vie pour rentrer dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi. Et ça pour de très nombreuses années et parfois même jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est pas innocent. Non, et on veut certainement pas se plaindre. Au contraire, on est content de ça. Sauf que qu'est-ce qui explique que ça s'est amélioré sur ces points-là? On aime à penser que c'est un peu grâce à nous, grâce au groupe de défense de droit, grâce à une meilleure connaissance de la loi, à des efforts de formation qui ont été faits avec le personnel et les médecins. Il y a aussi beaucoup des éléments de jurisprudence, des jugements, des avocats qui sont nos alliés, qui sont allés amener certains dossiers en cour d'appel et qui ont
et ça a fait en sorte qu'il y a des jugements qui sont sortis qui imposent de façon plus claire des obligations aux établissements. Et donc, tranquillement, les choses s'améliorent, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a encore énormément de travail à faire. Et Jean-François, rappelle-nous donc, est-ce que c'est un tribunal dédié pour les problèmes de santé mentale ou pas du tout? Ben, ça, c'est intéressant comme question parce que, effectivement, c'est un tribunal régulier, c'est la Cour supérieure qui entend ces causes-là. Et nous, on est très intéressés par ce qui se passe du côté criminel par rapport au tribunal pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Pour la première fois, on met à la disposition des personnes lésées, si on veut, ou qu'on dit également vulnérables, bien que moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là, on leur met des moyens de pouvoir rivaliser avec la partie adverse. Donc, on va leur donner accès à des avocats, même s'ils sont pas admissibles à l'aide juridique. On va leur donner du support psychosocial, on va leur donner du support légal pour qu'elles comprennent la procédure. Donc, tout ça nous apparaît très positif. On regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et si ça fonctionne bien, si ça donne des résultats convaincants, ben, dans les prochaines années, possiblement qu'on va présenter des revendications dans ce sens-là au ministère de la Justice et au ministère de la Santé et des Services sociaux pour dire, ben, étendez donc ces bonnes pratiques-là à d'autres personnes qui vivent le même genre de difficultés, le même genre d'inégalité, le même genre de déficit de crédibilité devant les tribunaux que les personnes qui sont victimes de violences conjugales et sexuelles. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là. Et d'avoir des juges, par exemple, qui sont familiarisés, qui sont plus ouverts, qui sont plus sensibles à la santé mentale, par exemple, effectivement, parce que aussi, une des données qu'on a extraites, c'est que la plupart des juges qui entendent les causes d'autorisation judiciaire de soins n'en entendent que 2 ou 3 par année. Donc, ils sont pas familiers justement avec la procédure autour de ces démarches-là, et ils auraient probablement intérêt, tout le monde aurait intérêt à ce qu'ils les connaissent mieux. Et maintenant, avec l'étude, que vous avez fait la recherche, est-ce que vous avez d'autres, à part de faire des représentations de ça, mais est-ce que quelle est la suite ou quelle est la... Ben, la suite, justement, c'est de mettre de l'avant des recommandations. On a fait 3 recommandations dans la foulée de cette recherche-là. La première concernait le tribunal sur la violence sexuelle et conjugale. La deuxième concerne la formation, autant les juges que les médecins, que le personnel des hôpitaux ont besoin de formation. Et la troisième recommandation, ben, c'est de garder de sensibiliser le milieu au fait qu'il s'agit d'une intervention de dernier recours et non pas d'une procédure routinière. Effectivement, oui, c'est ça. Est-ce que cette étude-là, cette recherche-là est disponible, par exemple, via votre site web? Oui, elle est disponible sur notre site Internet à actionautonomie.qc.ca. Et si on veut aussi nous en parler ou nous amener, s'il y a des gens qui vivent cette situation-là et qui savent pas trop par quel bout la prendre, ben ils peuvent nous contacter, 514-525-5060. On peut notamment le référer à des avocats compétents parce que tous les avocats ne sont pas égaux par rapport au traitement des cas de santé mentale. Il y en a qui sont plus paternalistes que d'autres. Donc, nous, on en connaît qui représentent vraiment la volonté des personnes et c'est ce qu'il faut. Et une fois qu'ils sont sur le site web d'Action Autonomie, est-ce qu'il y a un nom particulier? Ben, on a un onglet justement sur les recherches, sur les publications. Donc, c'est assez facile à trouver. Le titre, c'est « Trop souvent un abus, toujours un échec ». Parce que la relation thérapeutique est toujours mise en échec en autorisation judiciaire de soins et il y a de très nombreux abus qui sont posés par rapport au cadre réglementaire et légal existant. Bien, merci beaucoup, Jean-François Plouffe, donc chargé de dossier et de communication chez Action Autonomie, et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le segment Espresso avec Pierre Laporte. Bonjour Pierre. Salut Yvan. le syndrome Bonnie and Clyde, qui me rappelle vaguement, quand même assez bien, un film bien connu des fins des années 60. Oui, le fameux film, oui. Avec les 2 criminels, en fait, 2 acteurs très connus. Oui, c'était Faye Dunaway. Et Warren Beatty. Qui jouait le rôle de Bonnie and Clyde, donc un couple un peu de criminels, mais il y a un syndrome qui porte ce nom-là. Bien, apparemment, oui, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait un syndrome qui portait ce nom-là. Ouais. C'est d'après un article
qui s'appelle « Vous m'avez toujours fasciné ». Que se passe-t-il dans la tête des femmes amoureuses des serial killers ou des tueurs en série, si on veut? C'est le titre d'un article que j'ai trouvé sur Internet sur le site slate.fr, slate.fr. Et c'est un article par M. Clément Guillet, qui est médecin psychiatre, et rédigé par Mme Hélène Pagessy. Alors, est-ce que tu te rappelles... On fait du name dropping. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Anders Breivik? Non, du tout. Ça me dit rien. Oui, ben, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont oublié le nom, là, mais c'était le fameux tueur norvégien qui avait assassiné 77 jeunes dans les environs de Oslo. C'était déjà en 2011. Il était parti avec une carabine. C'était... quand même récent, ça me dit rien. Oui, mais ça avait fait beaucoup les manchettes à l'époque. Il avait pris un petit canot, si je me rappelle bien, puis il avait ramé jusqu'à une petite île, pas tellement loin là, de la côte, où c'était... il y avait un festival pour étudiants, je pense, puis il avait commencé à ouvrir le feu sur ces jeunes gens-là. Alors, cet homme, Yvan, tiens-toi bien, reçoit 800 lettres d'amour par mois. Et avant lui, dans les années 1920, il y eut Henri Désiré Landru. Et ce dernier, qui passait des annonces matrimoniales dans les journaux et découpait en morceaux les femmes qui y répondaient, a été accusé de 11 meurtres. Entre son procès et sa mise à mort, celui qu'on appelait le Barbe Bleue des Gambais a reçu pas moins de 800 demandes en mariage et plus de 4000 lettres passionnées. De quoi se demander d'où peut bien venir une telle fascination morbide. Cette attirance a d'abord été classée dans les paraphilies sous le doux nom de hybristophilie, ce qui veut dire aimer celui qui commet un outrage contre autrui. Elle consiste non pas à aimer quelqu'un, bien qu'elle soit criminelle, mais à l'aimer parce qu'il est criminel. Et cette passion singulière porte aussi un autre nom, le syndrome de Bonnie and Clyde. Lorsque Bonnie Parker s'amourage de Clyde Barrow, c'est une histoire véritable, il faut dire, c'était en 1930, celui-ci a déjà plusieurs condamnations pour vol à son actif. Le couple mythique de gangsters ensanglantant les États-Unis pendant plusieurs années, et Bonnie accompagnera Clyde dans ses crimes jusqu'à la mort. Elle pose ainsi les bases du stéréotype de l'amoureuse du criminel. Dans un registre pédocriminel, c'est exactement le schéma que suivront les époux fourniraient. Monique adressait des lettres à celui qui était déjà emprisonné pour agression sexuelle sur mineur, avant de l'épouser et de servir de rabatteuse pour les viols et les meurtres de l'ogre des Ardennes. Lors du procès de Ted Bundy, plus récent, en 1979, des femmes se pressent à l'audience. Accusées de viol et de meurtre de plusieurs dizaines de jeunes femmes, le tueur en série fait l'effet d'une rockstar. Bel homme, toujours sous son 31, celui qu'on surnomme le Lady Killer, attire de très nombreuses groupies de l'âge de ses victimes. Selon le psychiatre Roland Coutenceau, expert en criminologie, c'est d'abord le statut de star criminel qui attire. Celui-ci nous dit Ted Bundy a été une vedette, fût-ce dans ce qu'il y a de plus négatif. Ces jeunes femmes pensent qu'en étant proches de lui, elles deviendraient des vedettes à leur tour et que son aura rejaillirait sur elles. Pour Philippe Jaffe, psychologue et criminologue, il nous dit l'immaturité de ces adolescentes explique en partie leur attirance pour des tueurs qui symbolisent à leurs yeux le summum de la virilité. Imagine-toi. Ouais. Au centre de cette mécanique du désir déroutante, on retrouve donc d'abord l'attirance pour la célébrité et le frisson dans la transgression. C'est peut-être aussi ce que recherchait Afton Burton, une jeune Américaine de 26 ans, au moment où elle s'est rapprochée de Charles Manson. Elle se fiance même avec l'octogénaire responsable de plusieurs meurtres en 1969, dont celui de l'actrice bien connue Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois. Plus surprenant encore, elle est loin d'être la seule à s'être intéressée à lui. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et si je suis toujours en vie, ben je continuerai ma lecture. Oui, merci. Le syndrome Bonnie and Clyde plus tard à l'émission.
À venir dans l'émission, Étienne Renaud, rédacteur en chef de la revue Mentalité, est notre invité. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le syndrome Bonnie and Clyde. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous syntonisez l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille mon invité, Étienne Renaud. Bonjour, Étienne. Bonjour, Yvan. Alors, bonjour. Tu es rédacteur en chef de la revue Mentalité de Maison l'Échelon. On va parler évidemment de cette revue qui existe depuis longtemps, qui est présente dans le milieu au niveau de la santé mentale. Il y a d'ailleurs un programme là, qui existe, vous êtes toujours en recrutement. On va en parler aussi un peu plus tard. Mais j'aimerais que tu nous mentionnes un peu, tu nous parles un peu de ton expérience, parce que tu as quand même cheminé, si on veut, dans cet organisme à travers des problématiques. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de ton histoire. Oui, bien moi, en premier lieu, j'ai un trouble schizoaffectif. Ça fait très longtemps que je connais Maison l'Échelon. J'étais hospitalisé, j'avais besoin d'un hébergement. Ils m'ont mis je me suis retrouvé dans un foyer de groupe de Maison l'Échelon. OK. J'étais là 2 ans. J'allais beaucoup au centre de jour. Le centre de jour qui offre beaucoup d'activités pour... dans le fond, c'est une place pour le monde en santé mentale. Fait qu'ils sont accueillis sans être jugés, rien. C'est des belles activités. Les employés sont formés pour aider le monde en santé mentale. Au départ, tu avais été hospitalisé avant d'aller là? Oui, j'avais passé 3 mois à Maisonneuve-Rosemont. OK. Puis suite à ça, c'est ça, parce que c'est un peu ça le monde le monde de la santé mentale. Tu as le milieu hospitalier, puis ensuite tu as des ressources dans la communauté, puis c'est un peu ça, Maison l'Échelon, en fait. Ils ont de l'hébergement, puis ils ont des activités, c'est un peu ça. Hein? Exactement. Fait que, après, j'ai quitté, j'ai été en appartement 2 ans. Ça a été plus ou moins bien été. Là, en ce moment, je suis dans une famille d'accueil. OK. Mais j'ai continué à être à Maison l'Échelon. J'ai un DEP en photographie. Fait que j'ai fait aussi beaucoup d'événements de Maison l'Échelon comme photographe bénévole, leur tournoi de sport comme le hockey, le tennis, plusieurs événements. J'ai aussi fait pendant 2 ans le ménage. Après ça, il y a la revue qui a reparti après qui avait été arrêtée pendant 2 ans puis qui a recommencé. Qui est revenu à la vie, en fait. Elle était un peu morte, là, la revue Mentalité, mais finalement, comme le phénix. Oui. D'ailleurs, c'est ça qu'on avait choisi comme page couverture de la première nouvelle revue. Oui. On renaît de ses cendres, en fait. C'est un peu ça. Puis, mais la revue Mentalité, c'est quoi pour les gens qui voudraient comprendre ce que c'est? C'est un véhicule aussi. Il y a des programmes d'emploi là-dedans, mais le document lui-même, là, qui est publié 4 fois par année, je pense. 3 fois par année. 3 fois par année. Comment on peut décrire ce que c'est la revue Mentalité? Dans le fond, c'est une revue qui traite de tout ce qui est trait à la santé mentale. Un des grands buts, c'est évidemment combattre la stigmatisation qui est en santé mentale. On parle de divers sujets, là, comme la schizophrénie, la bipolarité et tout. Mais pas seulement. On va parler de trucs aussi qui peuvent concerner la santé mentale de à peu près n'importe qui. Là, comme j'ai déjà fait un texte sur le métal et le mental. Ouais, c'est ça. Est-ce que les jeux vidéo rendent plus intelligents, les bienfaits de la lecture? Fait que c'est pas juste... Il y a plusieurs sujets, dans le fond, mais en fait, c'est un véhicule. Ça permet aux gens qui ont eu des problèmes de santé mentale de faire quelque chose de créatif, puis de vouloir s'en sortir, puis d'évoluer. C'est un peu ça aussi, là. Oui, non, c'est ça. C'est un beau projet constructif. Dans le fond, c'est un passe-action. C'est comme un peu un programme de pré-employabilité. Puis on est un des seuls passe-action qui est un peu plus intello, là. Ça peut plaire à du monde parce que les autres passe-actions que j'ai vues, c'est surtout du ménage, de la cuisine. En journaliste, il y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est un projet unique parce que ça reste que quelqu'un qui veut être un peu créatif, qui a une certaine
tu sais, qui ça y tente de... Puis il n'y a pas besoin d'être déjà connaissant en écriture, il y a besoin d'être journaliste, là. Il peut apprendre en même temps, c'est un peu ça, là. Ouais, mais tant qu'il se débrouille le moindrement un petit peu en français, puis ça prend un petit peu de base à l'ordinateur, mais sinon, non, la part du monde qui sont venus, ils n'ont pas d'expérience en journalisme. Ouais. C'est un beau projet pour se réaliser, là. Quand la revue sort, puis ils voient leur article, tout le monde est content, on est super content. C'est ça, c'est un beau document parce que souvent, même sur une couverture glacée, puis c'est quand même très bien présenté. Puis ce qui m'intéresse aussi avec ton cheminement, c'est que tu as vraiment participé à toutes les étapes parce que tu es rédacteur en chef de la revue. Tu sais, c'est quand même... Tu étais participant à Maison L'Échelon, tu as travaillé à plein de choses, puis là, tu t'occupes de la revue. Comment tu vois ton cheminement? Je me demande, tu es fier de ton parcours? Hein? C'est ça, mais en 2019, j'ai commencé comme chroniqueur à la revue. À ce moment-là, c'était Chad Chouinard qui était le rédacteur en chef, qui a quitté pour un poste de père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie. Puis je me suis dit que ça serait peut-être le temps d'essayer un nouveau défi. J'étais pas trop sûr que ça allait fonctionner, mais j'ai proposé ma candidature. Puis ça a été très bien reçu par ceux qui dirigent Maison L'Échelon. Ouais. Comment tu décris ton poste? Quelles sont tes tâches? Qu'est-ce que tu as à faire? Parce que c'est quand même un emploi à temps plein. C'est bien, je trouve, comme cheminement. Là. C'est 28 heures. 28 heures, mais c'est quand même un emploi régulier. Là. Mais comment tu décris quel est ton rôle, en fait, comme rédacteur au niveau de la revue? Ben, entre autres, je m'occupe de la mise en page. J'écris des articles aussi comme les autres chroniqueurs. Mais aussi, c'est animer les ateliers parce qu'on fait des ateliers de rétablissement, des ateliers d'écriture poétique, il y a un atelier de lecture, on fait des ateliers d'actualité, on fait plein. Fait qu'il faut, ma job, c'est un peu d'animer tout ça. Puis aussi de supporter mes chroniqueurs parce que je suis pas père aidant, mais des fois, j'ai à le faire un peu. Ça peut ressembler à ça. Dans le fond, tu as de l'expérience dans le domaine. En fait, ouais. Tu as vécu toi-même des situations. Tu peux comprendre les gens qui... C'est ça. Si mes employés, même si ça n'a pas rapport au travail, si ça va mal dans leur vie, ils peuvent venir me parler. Ouais. Puis, et qu'est-ce que tu retiens le plus intéressant dans ton travail de rédacteur au niveau de la revue Mentalité? Qu'est-ce qui te passionne de jour en jour? Est-ce que c'est le fait de monter finalement une revue, de la voir sortir? Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent plus que d'autres? Ben, il y a la revue, c'est sûr que la voir sortir, c'est gagnant. Un accomplissement. Puis c'est ça. Puis la mise en page, j'ai un DEP aussi en infographie, fait que c'est sûr que c'était un peu un dada. Mais je dirais que le plus réalisant, c'est le côté humain. Là. C'est de supporter les employés, puis quand ils vont moins bien, les aider, puis... Le côté humain, c'est ça que je pense qu'il est plus gratifiant dans mon travail. Ouais. Étienne, qu'est-ce que tu aurais à dire à la population justement qui... Tu sais, des fois, la santé mentale, on a beau dire là, qu'on a évolué, mais c'est encore très tabou, tout ça. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à la société en termes de santé mentale, quand les gens ont des préjugés, tout ça, comment tu pourrais... qu'est-ce que tu aurais à dire pour les convaincre, peut-être, de ne pas avoir de préjugés ou d'en avoir moins ou d'être plus compréhensif? Ben, il faut qu'il y ait plus de monde qui en parle, puis il faudrait que le monde aille s'informer aussi, là, parce que souvent, il y en a beaucoup qui pensent qu'un schizophrène il est imprévisible, dangereux, puis tout. Puis j'ai fait un article là-dessus, puis les statistiques, il n'y a pas plus de crimes qui se commettent parmi les schizophrènes que dans la population générale. Et pourquoi cette espèce de tabou-là ou de cette incompréhension-là est tellement répandue? Parce qu'effectivement, surtout quand on parle de schizophrénie, ça fait peur à tout le monde. Les gens vont toujours penser que c'est quelqu'un qui va faire des drames puis des trucs. Comment t'expliques ça? Que c'est si mal compris? Ben, je dirais que c'est de la faute aux médias. Parce que... au lieu, sur 1000 schizophrènes, ils vont parler juste du un qui a fait une descente puis qui s'est matiré sur tout le monde. Mais il y a du monde qui font des trucs de même puis ils n'ont pas un trouble de santé mentale. Mais ils vont pas dire 3 diabétiques ont attaqué une banque, genre? Non, c'est ça. Ils ne spécifieront pas qu'il est diabétique. Là. Fait que ça a l'air sensationnel. Puis il y a le cinéma aussi. Là, je veux dire. Mais ça nuit quand même au rétablissement, tout ça. Ça nuit à l'image, parce que je ne sais pas, dans la société, comment... Est-ce que les gens font un pas de recul quand tu leur dis que tu as un diagnostic, comme tu nous expliquais tantôt, là, qui a rapport à la schizophrénie? Est-ce que ça fait peur aux gens encore quand tu en parles? Ouais? Ben, j'attends un peu avant d'en parler, là, c'est ça.
Mais... Puis comment tu en parles? Ça, c'est l'idée aussi. Comment tu abordes la question quand tu rencontres des gens qui sont pas au courant, disons? Est-ce que tu as une façon, justement, tu attends un peu pour qu'ils te connaissent puis qu'ils voient que tu es quelqu'un de bien intéressant, mais en même temps, c'est quoi ton approche? Parce que je pense, vu que j'attends un peu, mais ils voient bien, ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de moi. Là. Je pense pas que je vais très peur. Là. Mais ça fait peur dans la société, tu sais, on dirait que spécialement la schizophrénie, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les médias ont souvent associé ça à de la violence, à des trucs qui sont souvent imprévisibles, tu sais, on a entendu des histoires, là, je dirais que ça marque l'imaginaire, mais effectivement, c'est comme une image, une étiquette que ça ne doit pas être facile à... Non, c'est pas facile, il y en a même qui n'iront même pas se faire traiter parce qu'ils veulent pas être associés à ça quasiment. Là. Ouais. Puis, Étienne, comment tu vois ton parcours? On parlait tantôt de ton parcours, tout ça, mais si tu fais un recul avec le nombre d'années que tu as évolué, comment tu te vois aujourd'hui? Est-ce que c'est positif? Est-ce que tu vois ta vie quand même qui est agréable? Oui, moi, c'est... Mais, j'ai eu plusieurs hospitalisations dans le temps que j'avais d'autres médicaments. Je pense que quand ils trouvent la bonne sorte, la bonne dose, il y a moyen de se rétablir. C'est sûr que ce qui m'a beaucoup aidé... Présentement, j'habite pas en appartement, là, je suis en famille d'accueil. Ça doit aider, ça donne un milieu quand même sécurisant, en tout cas, ça donne des repères, peut-être. Est-ce que c'est mieux, d'après toi, d'avoir... Moi, c'est un choix parce que je sais que j'ai pas la discipline. Ça m'aide à faire mon budget, avoir un horaire, me lever le matin, aller travailler. Tu ne te sentirais pas, disons, assez à l'aise pour être toi-même dans un appartement puis gérer tout actuellement, c'est ça? Tu te sens peut-être plus en sécurité comme ça? Je pense que c'est une sécurité aussi. Je serais peut-être capable, mais je veux dire, il y a des avantages. On est une belle gang. Vous êtes plusieurs, c'est ça, dans un foyer. C'est un peu comme une grande famille, dans le fond. Vous avez. Oui, exactement. C'est ça. Puis t'aimes ce mode de vie-là actuellement? C'est ça. Là, j'ai une bonne médication avec le milieu stable. J'ai pu aller faire 2 diplômes. OK. Présentement, j'ai pas refait de rechute d'hôpital depuis 14 ans. OK. J'ai un emploi stable, je pense. Non, il y a moyen d'avoir une belle vie. Là. As-tu, en plus de la médication, parce qu'on dit souvent, la médication, c'est une chose, mais tu as tout le reste qui vient, les thérapies, ou en tout cas, déjà, de ne pas être dans un milieu stressant, ça aide aussi, mais ça aussi, ça a de l'importance. Là, tout ce qui est en plus de la médication, sûrement. C'est surtout le support de Julie puis Gilbert chez nous. Ils m'ont soutenu beaucoup, là, je veux dire, ça a l'air de rien, mais non, je pense que... C'est très important. Oui, c'est très important. C'est ça. Tu mentionnais tantôt qu'il y a le programme Pass Action qui est toujours en vigueur, fait qu'il faudrait les gens, en fait, c'est quoi les critères pour être admissibles pour travailler, finalement? Puis c'est sur une période quand même assez longue, là, pour la revue mentalité. Dans le fond, quand tu prends un Pass Action, c'est un engagement d'1 an. OK. Renouvelable par la suite. Faut être bénéficiaire de l'aide sociale ou oui, pour avoir Pass Action? Oui. D'accord. Puis c'est un engagement d'1 an, donc on devient quoi, chroniqueur, journaliste pour la revue, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres tâches ou en général c'est plus ça ou selon nos talents, ça peut être autre chose? Ça peut être justement, comme tu parlais tantôt, toi, tu as le talent de photo, ça pourrait être autre chose. C'est pas nécessairement juste d'écrire là, pour la revue. C'est ça, il y a beaucoup d'ateliers et d'écriture. On va intégrer des cours de photo. OK. Ouais. OK, c'est intéressant. Puis la meilleure façon pour en savoir plus, c'est de te communiquer avec toi par le téléphone, je pense, pour en savoir plus sur le programme. Si quelqu'un est intéressé à participer au Pass Action puis participer à la revue Mentalité, ils peuvent te contacter, Étienne Renaud, c'est ça? Oui, c'est pour travailler pour la revue ou même s'abonner. Ou pour le programme, tu pourrais leur donner des informations. Quel est le numéro de téléphone? C'est le 514-351-0836. 514-351-0836 et vous demandez Étienne Renaud. Merci beaucoup, Étienne. C'est super intéressant. Je souhaite bonne continuation. Ça m'a l'air très bien. Je pense que ta vie semble très enrichissante et très, très remplie. Alors, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne continuation. Merci beaucoup, Yvan. Salut, à la prochaine. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous sintonisez actuellement Folie Douce. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, le syndrome Bonnie and Clyde, Pierre. Oui, ce qu'on pourrait appeler ce nouveau syndrome, si on veut, mais en fait, c'est rien de nouveau, c'est peut-être le nom qui est nouveau. Alors, ce sont ces femmes, habituellement, d'après ce que je peux voir, ce sont toujours des femmes qui tombent amoureuses de grands criminels, sinon de
de tueurs en série. Surtout ce que tu nous disais tantôt, c'est des criminels assez spéciaux. Clyde, à rigueur, il faisait des vols et des choses comme ça. C'était quand même pas un criminel qui faisait des crimes odieux. Là, mais, non, c'était plus un voleur de banque, si on veut. C'est ça, mais ça existe, comme tu dis. Oui, c'est ça. Et il y avait le monsieur Anders Breivik, le Norvégien. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui voyaient en lui une espèce de héros national, parce qu'il avait dit, dans son plaidoyer pour se défendre, il avait dit que il trouvait qu'il y avait trop de nouveaux arrivants en Norvège, puis que c'était mauvais pour la race norvégienne, etc. Okay. Et puis il y en a qui ont peut-être qu'ils voyaient une espèce de défenseur de la race, si on peut dire ça, la race norvégienne. Mais de toute façon, alors je continue ma lecture de cet article qui s'appelle « Vous m'avez toujours fasciné. Que se passe-t-il dans la tête des femmes amoureuses des serial killers ou des tueurs en série? » C'est par M. Clément Guillet, qui est psychiatre, et rédigé par Mme Hélène Pajussy. Alors, on nous dit dans le livre « L'amour fou », pour un criminel, la journaliste Isabelle Orlan condense de nombreux témoignages de femmes et de spécialistes et dégage plusieurs profils d'amoureuses. L'autrice a notamment interrogé l'ancien avocat Éric Dupont-Moretti, qui considère que, dans notre culture, le voyou est plus séduisant que l'assassin. Ce sont des sentiments que l'on peut comprendre, alors que tomber raide dingue d'un néo-nazi ou d'un Dutroux, un autre fameux criminel en France, mériterait, selon moi, une expertise psychiatrique. Et pourtant, Marc Dutroux reçoit lui aussi un abondant courrier de femmes, de l'argent, des peluches et même des demandes en mariage depuis qu'il a divorcé. L'administration pénitentiaire a dévoilé certains extraits de ces lettres. Il y en a une qui disait « Je suis une jeune fille de 15 ans. Vous m'avez toujours fasciné. Vous êtes une personne connue. Quand je vois vos belles photos, je ne peux que croire que vous êtes honnête. Voulez-vous correspondre avec moi? » peut-on lire. Et l'adolescente lui propose sa photo. Avec Dutroux qui est accessible, nous dit Isabelle Orlan, ces jeunes filles s'offrent le grand frisson, comme si elles regardaient un film d'horreur. Il y a aussi une part de rébellion et de volonté de se faire remarquer, explique Isabelle Orlan. Un autre profil d'admiratrice est décrit par celle qui voit l'enfant blessé derrière le criminel et pense pouvoir le remettre dans le droit chemin. La plupart des correspondantes sont romantiques, nous dit-elle, dotées d'un instinct maternel qui n'a pas été toujours assouvi. Derrière le prédateur, elle voit l'humain qui a besoin d'aide. J'ai envie de le sauver et de le protéger. Je comprends ce qu'il ressent. S'il avait reçu une aide adaptée pour soigner sa maladie mentale, il n'aurait jamais commis ce crime. Et explique ainsi Anna, 34 ans, amoureuse de Luca Magnotta, qu'on a bien connu ici au Québec. Ouais. Celui qu'on surnomme le dépeceur de Montréal est devenu tristement célèbre en 2012 après avoir commis un meurtre sanglant, filmé et diffusé sur Internet. Anna fait partie du fan club qui lui voue une véritable culte en ligne. Selon le docteur Coutenceau, derrière l'image de l'homme incarcéré, il y a parfois l'innocent incompris. Quoi de plus exaltant que de s'élever contre l'injustice, réelle ou supposée? Certaines personnes sont hypersensibles au malheur et donc bien plus touchées par la situation du condamné que par les crimes qui l'ont mené en prison. Ainsi naissent des sentiments que je qualifie d'affectivo-maternaux amoureux. Ouais. Le docteur Coutenceau nous dit « Je n'aime pas les mecs gentils », me confiait l'une de mes patientes en invoquant ses relations destructrices avec les hommes violents. L'attirance pour le mâle alpha et les bad boys serait une autre explication aux amours pour les criminels. L'attrait du bad boy se manifeste dès le collège. C'est le causeur de troubles qui défie le professeur, celui qui excite plus que le premier de la classe. C'est vrai, les premiers de classe, des fois, ils sont peut-être un peu sans saveur, peut-être, je ne sais pas, pour les filles, je parle. Pour certaines, peut-être. Oui. Mais selon Louis F. Seltzer, qui est psychologue, il nous dit « Cela remonte au temps préhistorique, lorsqu'il était crucial pour une femme de choisir un homme qui pourrait subvenir à ses besoins, à elle et ses enfants, autant qu'il pourrait la défendre contre les menaces extérieures. »
le syndrome de Bonnie and Clyde sous l'angle de la psychologie évolutionniste. Et il ajoute, dans la société d'aujourd'hui, les femmes sont plus indépendantes et ont la liberté de choisir un partenaire d'abord pour des raisons mentales et émotionnelles plutôt que physiques et matérielles. Mais leur conditionnement les prédispose à être attirés par les mâles alpha. Alors, ceux qui veulent voir cet article, j'ai pas eu le temps d'en lire tellement, mais je répète le titre, c'est « Vous m'avez toujours fasciné. Que se passe-t-il dans la tête des femmes amoureuses des serial killers? » Merci beaucoup, Pierre. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce cette semaine. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Et merci également pour ton sujet à tes blocs Espresso, le syndrome Bonnie and Clyde. On a appris certaines choses. Merci beaucoup pour ça. Notre invité et collaborateur en début d'émission, Jean-François Plouffe, il est d'Action Autonomie, nous a présenté une recherche sur l'application des autorisations judiciaires de soins. Notre invité en début de deuxième demi était Étienne Renaud, rédacteur en chef de la revue Mentalité de Maison l'Échelon. C'est donc le menu de l'émission cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.